quelque chose que j'ai appris pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec des juristes, des économistes. On n'a pas les mêmes façons de fonctionner dans les présentations. Et donc, j'ai un jeu de transparent, de planches que je vais projeter pour appuyer mon discours, si ça vous convient. Voilà, est-ce que ça arrive chez vous? C'est en train d'arriver. C'est bon, nous l'avons. C'est bon? Parfait. Donc, moi, je vais vous parler. Alors, c'est une présentation qui va être plus ciblée techno. Alors, d'abord, je voudrais remercier Alexandre et Bernard pour cette opportunité de ces échanges avec vous cet après-midi. Moi, j'adore toujours ce genre de choses, hein. Ça permet de sortir un peu de son milieu. Alors, confiné, j'allais dire. C'est pas le bon mot vu les circonstances, mais ça permet de sortir un peu de son milieu techno pour aller se confronter à d'autres problématiques, d'autres visions des choses. Et je trouve ça toujours très intéressant. Donc moi, je vais parler de problématiques plus technologiques, mais que je vais mettre au regard d'un certain nombre d'enjeux législatifs, aussi bien liés à la loi que liés aux dispositions de la CNIL. Donc vous me pardonnerez les imprécisions et les erreurs même qu'il peut y avoir dans mon discours, hein. Je vous laisse avec plaisir me corriger. C'est plus ma vision d'informaticien un petit peu éclairé, mais pas trop sur la question que je voudrais essayer de faire passer. Je vais centrer aussi un petit peu sur les problématiques d'éthique, parce que je vais dérouler ça sur la problématique des drones en particulier, puisque c'est mon sujet de recherche, donc ça je connais bien, et montrer comment tout l'aspect réglementaire, tous les aspects surveillance de la population ont été gérés et comment chacun les a perçus avec une problématique, avec des enjeux d'éthique qu'on sent bien transparaître sur la façon d'aborder les choses. Euh, alors, je vais défiler les slides. Si ça veut bien passer, ça, je m'en fiche. Voilà. Donc, je pars, en fait, le départ pour moi de la problématique dans le domaine des drones, alors même si les drones n'est pas là pour faire un historique, mais on pourrait faire remonter ça extrêmement loin, au moins dans les années 1600, mais c'est pas le sujet. Un point important dans l'utilisation des drones pour la surveillance en période de Covid, c'est effectivement une surveillance qui a été mise en place en 2020. Sur cette surveillance, il y a effectivement une décision du Conseil d'État qui a demandé à ce qu'elle soit arrêtée. Alors, en fait, c'était une requête qui avait été déposée par une association qui s'appelle la Quadrature du Net, que vous connaissez probablement, qui est extrêmement sensible et toujours sur la surveillance, mais dans le sens positif du terme, hein, sur les problématiques de vie privée en particulier, liées au numérique et au réseau plus spécialement. Donc, ils se sont émus effectivement de cette autorisation qui avait été donnée d'utiliser des drones pour surveiller en fait le respect des règles de sécurité sanitaire au-dessus de Paris. Et donc, le juge des référés leur a donné raison en annulant cette autorisation d'utilisation. Alors concrètement, c'est pour ça qu'on rejoint pas mal, j'ai l'impression, la présentation de Cassandra Goni de tout à l'heure, et puis aussi la précédente, hein, on est pas mal autour de problématiques de vie privée, de données personnelles, parce qu'en fait, la décision qui a été rendue, contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse à une époque, n'est pas liée au drone. En fait, la problématique était liée au traitement des captations de données effectuées par les drones sur 3 points. D'abord, c'était une utilisation de données à caractère personnel. Donc, ce dont on parle, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'était clair. Ce dont on parle, c'est de captation vidéo effectivement effectuée par les drones, hein, pour détecter si les gens portaient éventuellement un masque, étaient respectueux de certaines zones. Donc, il y avait plusieurs points. Le premier point, c'était effectivement le fait qu'il s'agissait de captation de données à caractère personnel, dans le sens où elle permettait de rendre les personnes identifiables. Donc, premier point, données à caractère personnel. Deuxième point, la mission qui leur était associée constituait effectivement un traitement. Alors, je suis retourné voir les références effectivement qui définissent ce que c'est qu'un traitement des données. Et dans le traitement des données, un point que j'ignorais, c'est que la transmission proprement dite des données est considérée comme un traitement. Donc là, pour ce qui nous concerne, il y avait non seulement effectivement un traitement qui était fait au niveau de la police pour
pour faire un certain nombre de choses à travers du visionnage en temps réel. Mais il y avait aussi le simple fait, finalement, de transmettre ces données depuis le drone vers le sol, qui en tant que tel constitue un traitement. Donc, on a des données personnelles sur lesquelles on fait un traitement de données, et ce traitement de données peut, par nature, effectivement, entraîner des problématiques relativement au droit, au respect de la vie privée. Donc, c'est fort de ces références qu'il a été décidé, effectivement, d'interdire ce mode de surveillance par drone pendant cette période de Covid. Alors, ce qui est intéressant, si je reviens sur un des attendus de la décision, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'un point de vue technique, techno et scientifique, c'est qu'en fait, le reproche qui était fait, finalement, le reproche central, c'était que le dispositif de collecte, donc en l'occurrence le drone et sa caméra embarquée, ne comportait pas de dispositif technique pour éviter justement les problématiques liées aux données personnelles. Donc la question fondamentale n'était pas de savoir effectivement est-ce qu'il y a une atteinte à la vie privée, est-ce qu'il y a une manipulation des données personnelles, mais c'est est-ce que le dispositif interdisait que ce type de choses puisse se produire. Donc ça c'est intéressant parce que même si l'objectif n'est pas de manipuler des données personnelles, le simple fait d'en ouvrir l'opportunité pose problème. Et le fait qu'effectivement aucun dispositif n'ait été intégré pour prévenir une telle utilisation éventuelle, même si à nouveau ça n'était pas l'objectif, pas nécessairement l'objectif, suffit à permettre d'interdire effectivement l'utilisation du dispositif. Et en ce sens, et j'y reviendrai tout à l'heure, si je prends ma casquette de chercheur dans ce domaine-là, ça soulève un certain nombre de problématiques, et en particulier, comment est-ce qu'on peut imaginer de développer des dispositifs techniques qui vont permettre de prévenir cette utilisation potentielle de données personnelles. Aujourd'hui, alors les choses ont évolué, alors en positif ou en négatif, à chacun de décider, mais il y a des choses qui sont devenues autorisées, malgré des recours qui ont été exercés et les décisions n'ont pas été cassées ou annulées. Alors, je ne maîtrise pas le terme exact, mais je vous laisse me corriger. Et typiquement, aujourd'hui, des drones ont été utilisés pour la surveillance des travaux de l'autoroute A69, par rapport à des manifestations, éventuellement des malveillances qui pouvaient intervenir. Et puis, des manifestations à Bordeaux, en particulier celle du 9 mai, où des drones ont été autorisés pour effectivement surveiller que les choses se passaient bien et détecter des départs d'incidents éventuels. Malgré une attaque effectivement de Sud PTT, le tribunal administratif a rejeté leur requête et les engins ont été autorisés. Alors pourquoi ? Parce que le cadre a été précisé. Je pense que ça a été évoqué dans certaines présentations précédentes. La notion d'urgence, la notion d'atteinte potentielle aux biens et aux personnes est un critère maintenant qui est utilisé en tout cas pour rendre valides ces décisions-là, avec un encadrement à la fois réglementaire, mais aussi par la CNIL, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Alors naturellement, derrière la peur du drone pour la surveillance, il y a une part de complotisme. Il y a un site web alors assez rigolo qui s'appelle Birds Aren't Real, sur lequel les fondateurs expliquent qu'en fait les oiseaux n'existent pas et que tous les oiseaux sont des robots qui sont là uniquement pour nous surveiller. Donc ils ont tout un tas d'arguments assez rigolos. Ça ressemble aux approches créationnistes où les créationnistes vont vous démontrer noir sur blanc avec des exemples qui leur paraissent crédibles mais qui tiennent naturellement pas la route. Effectivement, le créationnisme est une réalité, mais donc on retrouve la même chose sur ce site web. Donc c'est assez rigolo d'aller voir, même si effectivement il est humoristique, les gens ne se prennent pas au sérieux, mais l'approche est assez rigolote. Et je voulais le montrer pour illustrer cette peur un peu qu'on peut avoir systématiquement du drone. Alors néanmoins, j'aime bien mettre cette photo. Ceux qui ont déjà vu des présentations de ma part voient à peu près systématiquement cette image-là. Donc ça, c'est pas un fake, c'est un vrai pigeon. Pendant la Première Guerre mondiale, en fait, il y avait un pharmacien autrichien qui avait dressé des pigeons voyageurs pour permettre de faire des livraisons de médicaments depuis son officine jusqu'à certains points clés des villes alentours, afin d'accélérer la livraison des médicaments. Il a breveté la chose et ensuite il a été proposé ça aux militaires pour embarquer en fait des appareils photo sur le pigeon au lieu d'embarquer un dispositif permettant de livrer un médicament.
Donc, on trouve plein de photos sur Internet qui ont été prises par des pigeons de ce type-là. En fait, il y a un déclencheur thermique, donc le pigeon s'envole et au bout d'un certain temps, le déclencheur déclenche la prise de vue et on croise les doigts effectivement pour que le pigeon se trouve au bon endroit. Donc on n'est pas loin du pigeon fake, mais là c'est un vrai. Je trouvais ça assez sympathique. Donc les enjeux, alors pour revenir à des choses plus sérieuses, alors j'ai intitulé ça les enjeux techniques pour supporter les aspects éthiques. La façon dont moi je vois les choses, c'est quelles sont les problématiques techniques qui font qu'effectivement on peut se poser des questions d'éthique quant à l'utilisation des dispositifs embarqués dans les drones pour rendre un certain nombre de services, et en particulier sur des problématiques comme celles qui nous concernent aujourd'hui, hein, du respect des règles en temps de pandémie, de la surveillance de manifestations, mais non pas pour la manifestation elle-même, mais pour éviter les gros incidents qui pourraient arriver, qui sont en marge finalement des manifestations. Donc, comment est-ce que nous, gens des technos, on peut contribuer à apporter, alors non pas des solutions, mais des briques qui vont permettre de faciliter, alors de faciliter, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais de, 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 de faire rentrer en fait, de lever pardon, un certain nombre de verrous éthiques à l'utilisation de ces dispositifs-là. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça impacte l'éthique globale, à savoir est-ce qu'on doit utiliser des drones pour ce type de choses, mais en tout cas, ça permet de lever un certain nombre de verrous qui permettent de raisonner réellement sur l'éthique et non pas voir la problématique éthique polluée en quelque sorte par des considérations techniques. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, hein, la décision qui indiquait le fait que c'était pas l'utilisation du dispositif et la manipulation des données personnelles qui était derrière, mais c'est le simple fait qu'on ne puisse pas garantir qu'elle ne pouvait pas avoir lieu. Donc, si on peut déjà contribuer à lever un certain nombre de ces interrogations, on pourra réfléchir plus simplement, probablement, à des problématiques d'éthique globale sur le fait à savoir est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas, indépendamment finalement de certains enjeux techniques qui sont derrière. Donc, j'ai listé un certain nombre d'enjeux qu'on va trouver typiquement sur une manifestation. Quel est le périmètre de capture, c'est-à-dire on va faire décoller un drone. Alors, c'est des questions qui sont revenues, hein. On a vu dans la presse ou sur certains forums, quel est le périmètre de capture. Je fais décoller un engin au-dessus d'une manifestation, je détecte, alors on va y revenir aussi, mais je détecte un incident potentiel, je vais filmer, mais ça veut dire que je filme aussi toutes les personnes qui sont autour, qui elles finalement n'ont rien à voir avec l'incident qui est en train de s'amorcer, et ça on a du mal à le contrôler. Donc ça c'est un des premiers soucis. Ensuite, il y a tout ce qui concerne finalement le traitement des images. Comment est-ce qu'on les stocke, combien de temps, comment est-ce qu'on les transmet, je l'évoquais tout à l'heure, vers le sol si on en a besoin, que le simple fait de les transmettre constitue potentiellement un traitement. Comment justement on les traite avec des aspects IA, deep learning ou autres sur lesquels je vais revenir. Comment on les croise avec d'autres bases de données, parce que naturellement, si on va traiter des images, c'est pour les croiser et éventuellement reconnaître un certain nombre d'individus. La question s'est posée récemment, est-ce qu'on autorise ces systèmes-là à avoir connaissance finalement des fichiers S, de sorte à pouvoir les reconnaître dans les images captées, et puis comment est-ce qu'on les conserve. Alors sur les aspects, j'ai regroupé en fait dans le traitement d'image ces aspects-là, hein. Donc c'est de la granularité un peu forte, mais par rapport au temps qui m'a imparti et par rapport à l'objet de la journée, ça m'a paru pertinent de simplifier et de mettre ça dans un gros bloc que j'ai appelé traitement des images. Sur le périmètre de capture, rapidement, hein, donc j'ai essayé d'illustrer la chose. Alors là, avec une illustration purement pacifique, puisqu'on est au-dessus d'un champ, mais donc on fait décoller l'engin, il y a un télépilote au sol. Il va falloir déjà que quelqu'un décide de déclencher la prise de vue. Donc, soit on filme tout le temps, et auquel cas on capte tout ce qui se présente, ce qui peut poser problème, soit on décide de déclencher à un moment particulier, mais quand est-ce qu'on déclenche? Puisque pour savoir quand est-ce qu'on déclenche, il faut qu'on ait détecté l'amorce d'un incident potentiel, et pour détecter l'amorce d'un incident potentiel, il faut nous permettre d'avoir un dispositif qui sache le faire, et très probablement, aujourd'hui, on est encore sur de la prise de vue. Donc, le serpent se mord un peu la queue. On a besoin de filmer pour savoir quand est-ce qu'on déclenche la prise de vue. Donc là, on a un souci effectivement technique assez important. Sur quels critères on déclenche? Ça rejoindra les problématiques de doctrine que j'évoquerai à la fin de ma présentation, hein. Quelles sont les règles dans un cadre militaire? On parlerait de règles d'engagement. Donc finalement, quelles sont les règles d'engagement? On en est un petit peu là. Et puis, quel périmètre capturer, effectivement, quand on déclenche la prise de vue?
Est-ce qu'on filme sur 5 mètres carrés autour de l'incident ou est-ce qu'on filme plus large? Comment est-ce qu'on contrôle tout ça? Et à nouveau, comment est-ce qu'on est capable de garantir que le dispositif va bien respecter ces contraintes qu'on va lui imposer de manière réglementaire? Alors, pour le traitement d'image, donc je vais rebondir un peu sur les aspects deep learning qu'on a évoqués à plusieurs reprises, pour évoquer aussi un certain nombre de soucis qu'on peut avoir. Bon, le deep learning, en quelques mots, alors, est-ce que je vais détailler ça? Donc, je vais parler d'apprentissage plus précisément. On a plusieurs manières de permettre à une intelligence artificielle d'apprendre des choses. Donc, on parle effectivement de période d'apprentissage. Donc, si je prends le schéma qui est à gauche, avec l'apprentissage qu'on appelle supervisé. Alors, pourquoi supervisé? Parce qu'il y a quelqu'un qui intervient dans le processus. Si on veut apprendre une IA à reconnaître des images de chats et des images de chiens, ben on va lui présenter systématiquement des photos de chiens, des photos de chats. Elle va s'auto-configurer, en quelque sorte, et indiquer, tiens, j'ai reconnu un chien ou tiens, j'ai reconnu un chat. Et chaque fois qu'elle indique un résultat, on va lui dire si elle s'est trompée ou si elle a raison. Ce mécanisme-là va lui permettre de modifier sa configuration interne, de sorte à ce que si elle a raison, mais finalement, elle se conforte dans son expertise, et si elle se trompe, elle diminue sa certitude et repart dans une phase d'apprentissage. Mais quelqu'un va devoir lui dire à chaque fois, effectivement, tu t'es trompé, tu t'es pas trompé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Et on a aussi de l'apprentissage non supervisé, dans laquelle finalement on va la laisser faire, et on va la laisser sur un certain nombre, alors j'ai pris des images parce que c'est toujours le cas le plus simple, on va la laisser finalement déterminer des similarités dans des groupes d'images pour faire des classes ou des groupes d'images qui ont des caractéristiques similaires, et globalement, on va arriver sur des groupes d'images qui du coup ont un sens. Vous voyez que là, dans mon hypothèse, elle a su effectivement discriminer des images de canards et autres volatiles par rapport à des souris et des lapins. Mais pourquoi? Parce que sur les canards, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques communes qui vont lui permettre de dire, ben voilà, globalement, je les mets dans un paquet unique en disant, c'est un objet de même nature. Je sais naturellement pas que c'est un canard, mais je sais que c'est des choses qui se ressemblent. Et prochaine fois que je verrai quelque chose qui se ressemble, je le mettrai dans le même paquet. Donc ça, c'est les deux techniques. Alors, vous voyez que dans la première, c'est supervisé parce qu'un être humain va intervenir pour dire OK, pas OK. Et là, on est dans non supervisé puisque l'intelligence artificielle va se débrouiller toute seule pour faire un certain nombre de paquets. Donc, on a entraîné notre intelligence artificielle et maintenant, on va lui présenter une image. Donc, à nouveau, on l'a entraîné sur des chats et des chiens et on lui présente une image de chat. Et comme elle a bien appris parce qu'on lui a présenté suffisamment d'exemples, comme elle a bien appris, elle va nous dire c'est un chat. Et là, on a un souci, c'est qu'effectivement, elle va très souvent avoir raison. Elle peut même bien souvent avoir plus raison qu'un être humain. C'est-à-dire que sur certains sujets très pointus, l'IA va être plus efficace que nous. Donc, elle va nous donner une réponse exacte. Par contre, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un effet boîte noire. Effectivement, on lui donne des inputs, elle nous sort quelque chose. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pour plusieurs raisons. On ne connaît pas effectivement la démarche qui a conduit à cette conclusion. Exemple, je reprends mon exemple de manifestation maintenant. On apprend à une IA sur des images à reconnaître quelque chose qui ressemble à une bagarre sur le terrain ou lancer de cocktail Molotov, que sais-je, dont on souhaite effectivement, qu'on souhaite détecter pour déclencher des opérations derrière. Elle va détecter, par exemple, une bagarre qui démarre entre des personnes. Elle va dire, voilà, là, à cet endroit-là, il y a une bagarre. On aimerait savoir pourquoi elle nous dit ça. Parce que ça peut être simplement des gens qui se sont rapprochés, qui chahutent, qui discutent entre eux. On aurait besoin de comprendre pourquoi l'IA nous suggère qu'à cet endroit-là, on a quelque chose qui n'est pas sympa et qui est en train de démarrer. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est ce qu'on appelle la problématique de l'IA explicative. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est un problème ouvert. On n'a pas, à l'heure actuelle, de solution. Et le fait de ne pas avoir de solution implique qu'on n'a pas de certification. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de fournir un dispositif qui va nous garantir à 100% que sa décision est correcte, ou en tout cas qu'on sera capable d'analyser pour déterminer si sa décision finale est correcte ou pas. Et ce problème de certification rejoint à nouveau ce qui a conduit à annuler l'autorisation d'utilisation de drones pour survoler une manifestation, qui est que on n'est pas. Alors,
le dispositif ne permettait pas d'empêcher que. Là, le dispositif ne permet pas de garantir qu'on va avoir une décision parfaite. Et donc, ce fait-là va nous interdire ou nous donner des problématiques d'éthique pour intégrer de l'IA dans un dispositif de surveillance. D'ailleurs, que ça soit sur un drone ou que ça soit une simple caméra située dans une ville, ça nous pose un certain nombre de soucis. Donc, c'est un problème sur lequel il y a beaucoup de travaux académiques et qui pourront aussi aider à lever un certain nombre de problématiques d'éthique parce que ce risque de ce qu'on appelle des faux positifs pose un problème d'éthique. Est-ce qu'on prend le risque, effectivement, d'avoir un faux positif? C'est un problème très connu de biais. Hein. Pour prendre un exemple, dans un domaine qui est le vôtre, il y a eu des expériences faites aux États-Unis, mais probablement que vous les connaissez certainement mieux que moi, mais je me risque sur la question. Il y a eu un apprentissage qui a été fait sur tout l'historique de jugement, de condamnation. Alors, je ne sais pas quelle condamnation de quelle nature ni sur quel sujet, mais en tout cas sur un corpus qui avait du sens. Ils ont réanalysé toutes les condamnations depuis un certain temps qui ont conduit à des décisions. Et à travers cet apprentissage, ils ont voulu ensuite donner une aide à certains magistrats pour leur dire, ben voilà, l'intelligence artificielle, en ayant analysé tout l'historique, nous indique que dans ce cas de figure-là, ben, la décision serait plutôt de condamner telle ou telle personne. Et on a constaté plusieurs biais. Un premier biais ben, sur la couleur de peau des gens, dans deux cas de figure, qui était effectivement que selon la période historique qu'on prend, ben, il se trouve que plus de personnes noires ont été condamnées et l'intelligence artificielle ayant appris sur ces cas de figure-là, avait tendance à systématiquement condamner les personnes noires, ou alors même si on ne prend pas la problématique du temps, mais si on fait l'apprentissage sur certains États, par exemple on prend un apprentissage sur l'Alabama dans les années 50, mais on a un phénomène qui est encore plus amplifié. Donc il y a non seulement une problématique de difficulté d'explication, mais aussi il y a un biais certain qui peut intervenir du fait de l'apprentissage. Et donc ça conduit à une absence de certification qui rend difficile d'intégrer ces dispositifs-là tout en respectant effectivement un certain nombre de principes que naturellement on souhaite pouvoir garantir, qui rejoint les problématiques en particulier mises en avant par la CNIL. Donc ça, c'est d'autres illustrations. Hein. Vous voyez que les perturbations peuvent être extrêmement sensibles. Ça, c'est des expérimentations connues. Sur la ligne du haut, une photo de panda. On brouille avec un bruit qui est presque un bruit blanc. Donc, ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est une perturbation assez systématique et assez régulière dans toutes les gammes de fréquences. Et le fait de brouiller légèrement cette image de panda, à droite, nous, on la reconnaît toujours comme un panda, mais l'IA va le classifier comme un gibbon. Donc, vous voyez que les simples perturbations hein, peuvent poser un certain nombre de problèmes et on a du mal nécessairement, enfin, on ne peut pas se fier à des résultats exacts et ça nous empêche de les intégrer dans des mécanismes. L'autre point qui va avec ça, donc ça, il y a des travaux qui sont en cours sur l'IA explicative, qui sont fondamentaux pour ces problématiques-là. Un autre point qui est important sur le traitement des données, c'est naturellement quand on va collecter des images, il va falloir les comparer. Donc non seulement les reconnaître comme je le montrais précédemment, mais éventuellement les comparer. Si je reprends le cas des comparaisons de visage, ça veut dire faire des croisements de fichiers. Et ça, bien entendu, les croisements de fichiers, on n'aime pas, la CNIL n'aime pas, la loi n'aime pas, ce qui paraît effectivement assez logique. En tout cas, c'est, sauf erreur de ma part, une caractéristique effectivement française sur ces aspects-là. Alors, je sais pas l'étranger, mais en tout cas, je sais que chez nous, c'est un point qui est important. Donc, pour comparer les choses, on a besoin d'accéder aux données en clair. Donc, il y a non seulement le fait de comparer, mais le fait d'accéder à des données en clair. Donc, pour comparer le visage de gauche, par rapport à des visages existants, on va aller dans une base de données qui va du coup avoir nécessité de stocker le visage de droite, et ensuite on va travailler sur ces données personnelles pour faire de l'identification. Donc ça, c'est une problématique. Il y a des travaux aujourd'hui qui commencent à donner des résultats assez sympathiques avec ce qu'on appelle des fonctions holomorphes. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de la chose, mais je vous ai construit là un petit exemple, tout ce qui est de plus simpliste. L'objectif, en fait, est de travailler uniquement sur des données chiffrées. C'est-à-dire qu'au lieu de comparer les deux visages tels que je les ai en haut, je vais travailler sur une représentation chiffrée, c'est-à-dire méconnaissable du visage de gauche, et une représentation chiffrée, c'est-à-dire à nouveau méconnaissable du visage de droite. Et c'est ces deux représentations que je vais comparer
donc sans avoir accès finalement au vrai visage. Et en faisant cette comparaison sur ces images modifiées, je vais être capable malgré tout de dire si c'est les deux mêmes. Et si c'est les deux mêmes, je pourrais remonter effectivement un résultat qu'on pourra chercher à interpréter. Donc pour prendre un exemple qui sera peut-être plus parlant et plus clair que mon discours, imaginons que je souhaite ajouter deux nombres. Par exemple, je souhaite ajouter les nombres 5 et le nombre 123. Je ne suis pas très fort, donc je ne sais pas faire une addition. Par contre, j'ai un copain qui, lui, sait faire des additions. Donc, je voudrais qu'il m'additionne ces deux nombres-là, mais je ne veux pas qu'il connaisse ces nombres-là. Et je ne veux pas qu'il connaisse le résultat non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une clé, donc en l'occurrence, ça va être un autre nombre. Par exemple, je vais choisir n'importe quoi. Je choisis 321 et je lui transmets non pas 5 et 123 pour qu'il fasse mon addition, mais je vais lui transférer le premier nombre multiplié par 321, pardon. Donc 5 multiplié par 321, je lui transfère, donc ça c'est 1605. Je fais la même chose pour le deuxième, je lui transfère pas 123, mais je lui transfère 123 multiplié par 321, donc ce qui nous fait 39 483. Je lui transmets ces deux nombres-là, je lui demande de m'en faire l'addition. Donc il me fait l'addition de ces deux nombres-là, effectivement, et ça il sait faire. Il me renvoie 41 088, qui est l'addition de ces deux nombres-là. Donc, et moi, quand je reçois ce nombre-là, je les redivise par ma clé, 321, et j'obtiens 128, qui est bien la somme de mes deux nombres initiaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait une opération sur deux données qu'uniquement moi connais, donc il n'a jamais eu cette connaissance de ces données-là. Il a obtenu un résultat, mais qui ne lui donne pas d'information non plus. Il m'a renvoyé ce résultat, et moi, à partir de ce résultat, j'ai reconstruit l'information qui m'intéressait. Donc c'est le principe d'une fonction holomorphe. Une fonction holomorphe, c'est une fonction qui permet, je vais dire de manière simplifiée, de faire un traitement en fait sur des données chiffrées, de produire un résultat lui-même chiffré, qu'on ne pourra pas interpréter. Et donc ça, aujourd'hui, il y a des travaux en cours pour faire ce type de traitement sur des images. Donc on va être capable de travailler des comparaisons d'images sur des données chiffrées, obtenir un résultat lui-même chiffré qui ne sera interprétable que par la personne qui a sollicité ce traitement-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourra à terme permettre effectivement de la comparaison d'images dans un cadre respectant un peu plus, je dirais, les réglementations et les directives de la CNIL. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant sur ces problématiques de surveillance par drone? Donc, les choses ont naturellement largement évolué depuis le début du Covid. Hein. Il y a beaucoup d'excitation aussi en ce moment. Pourquoi? Et ce qu'on voit sur les manifestations, sur les surveillances d'autoroutes, c'est aussi des ballons d'essai dans la perspective des Jeux Olympiques, hein, parce que naturellement, les forces de sécurité intérieure vont. La question, c'est pas est-ce qu'elles voudront, la question, c'est le truc, c'est qu'elles vont utiliser ce type d'approche, effectivement, pour sécuriser un certain nombre de lieux pendant les Jeux Olympiques. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les aspects technologiques, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail. Est-ce qu'on aura des dispositifs qui nous permettront d'intégrer des choses en 2024? Je ne sais pas et j'en suis pas bien sûr. Les aspects réglementaires ont évolué en précisant un cadre qui n'était pas établi au début du Covid. Hein. Donc aujourd'hui, ce cadre-là est intégré au Code de la sécurité intérieure avec un certain nombre de règles qui sont fixées, et en particulier, là, ce que j'ai mis en rouge, hein, avec une prohibition en particulier de traitement automatisé pour les reconnaissances faciales. Ça rejoint ce que je présentais précédemment. Et vous voyez que si on dispose d'outils comme celui que j'évoquais, on peut imaginer des levées d'interdiction sur certaines fonctionnalités en tout cas. À nouveau, je ne prends pas position sur le fait de savoir s'il faut le faire ou pas. Je dis simplement que les travaux en cours et les outils qui seront développés permettront de lever un certain nombre de verrous liés à de la technologie et qui permettront de réfléchir plus sereinement aux aspects éthiques de manière globale. Plutôt qu'aujourd'hui, finalement, baisser un peu le niveau, je serais tenté de dire, de la réflexion éthique en la ramenant sur des enjeux techno qui ne sont pas nécessairement du plus haut niveau de réflexion. Et puis un point qui est important, qui effectivement n'était pas clair non plus, c'est la nécessité d'informer le public par tout moyen approprié, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Donc il y a un cadrage réglementaire qui est fait à travers le Code de la sécurité intérieure. Et puis il y a un certain nombre de recommandations de la CNIL, dont une qui me paraît particulièrement importante, qui est une demande de mise en place d'une doctrine. Alors une doctrine,
pour ce que j'en ai compris, pas au sens réglementaire où vous, enfin, au sens du corpus législatif, mais une doctrine au sens de la doctrine militaire. Quand est-ce que on déclenche tel mode de fonctionnement ou telle opération pour effectivement cadrer les cas d'usage dans lesquels on peut les appliquer, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même sur du coup par coup, et chaque décision d'autorisation d'utilisation d'engins fait l'objet de requêtes en référé pour être annulée. Et donc, on aimerait avoir un cadre, une doctrine en tout cas, qui permettent de cadrer un peu les choses et d'éviter ce traitement au coup par coup. Alors, je voulais quand même terminer là-dessus. Il y a quand même du bon qui est apparu dans le domaine du drone dans le cadre du Covid. Donc, il y a des nouveaux usages qui sont apparus. Alors, c'est assez étonnant parce que le domaine, il y a beaucoup de domaines industriels qui ont beaucoup souffert. Et en fait, moi, je suis dans un certain nombre d'organisations, et en particulier dans le pôle de compétitivité Aerospace Valley, dans lequel il y a un comité stratégique drone et nouveaux usages. Et on a sondé l'ensemble de nos membres. Donc Aerospace Valley, c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est 700, je pense, membres. Et sur les dronistes, on doit être à 500 à peu près. Eh bien, les dronistes, finalement, s'en sortent plutôt bien par l'apparition de nouveaux besoins, de nouveaux usages. Donc j'en ai pris là un certain nombre un certain nombre qui me semblait assez innovant. Donc la livraison de médicaments, de vaccins. Alors ça a fleuri partout dans le monde, hein. Il y a eu des choses sur la livraison de médicaments et de vaccins au Nigeria, aux États-Unis, un peu partout. Donc ça, on pouvait peut-être s'y attendre, hein. La livraison aussi par drone, alors qui reste un peu l'arlésienne parce que il y a tout un tas d'objections réglementaires, par exemple quant au survol des villes par les drones, mais en tout cas, il y a eu des livraisons faites sur des centres d'approvisionnement avec le dernier kilomètre fait autrement, par drone ou par robot, et en particulier les entreprises qui sont développées pour faire de la livraison par robot. Donc, le robot étant une forme de drone, mais qui est au sol au lieu d'être en l'air, hein, par robot pour faire de la livraison sans contact. C'est-à-dire qu'effectivement, le colis arrivait dans une petite boîte sur le dos du robot et la livraison se faisait chez une personne en évitant tout contact physique avec un livreur quelconque. Et puis une application alors un peu plus exotique. Alors on ne sait pas réellement encore celle-là si c'est du fake ou du vrai, j'ai du mal à trouver, mais qui m'a paru assez intéressante et pas idiote du tout, qui est pour faire du télépéage. C'est-à-dire quand on arrive à un péage d'autoroute, et finalement, au lieu d'attendre d'arriver à la barrière de péage, on peut faire circuler un drone, alors en l'occurrence avec un QR code, mais pourquoi pas avec un autre dispositif qui va permettre de faire du péage en avance avant d'arriver à la borne de péage, pour fluidifier un peu tout ça. Donc voilà, je voulais terminer sur des aspects positifs pour pas qu'on parle uniquement de surveillance, de problématiques de données privées, etc., mais qu'on ait aussi un peu d'ouverture pour montrer que malgré tout ce qu'on a pu endurer, souffrir par rapport au Covid, mais sur certains aspects, il y a de nouveaux usages qui sont apparus, sachant que je ne veux pas tomber dans l'excès de la technique pour la technique qu'on évoquait tout à l'heure, hein, mais voilà, je tenais à citer quelques points positifs. Voilà, donc si vous avez des questions, ben, ça sera avec plaisir, et puis merci à nouveau de m'avoir permis d'intervenir lors de cette journée.